Bar, de 1789 à 1795, 6 années qui ont tout changé. C'est le docteur Frédéric Ecker qui nous raconte cette histoire. Dans son ouvrage Die Stadt Bar, publié en 1911, celui qui deviendra maire de Bar entre 1912 et 1920, nous transmet le fruit de ses recherches, la vie des hommes et des femmes qui ont traversé la Révolution dans notre ville. Voici la place du château de Bar en 1854, assez proche de celle qu'elle était sous la Révolution. À un détail près, le clocheton de la mairie se trouvait en 1789 sur l'auberge, actuelle 5 terres, qui servait alors de maison commune. C'est sur cette place que tout va se jouer. C'est ici que la Révolution française va entrer dans la vie des Barois. Depuis 1566, Bar était sous la domination de la ville de Strasbourg. Redevance, droit sur les grains, sur le vin, un joug de 2 siècles. Le 14 juillet 1789, la Bastille tombe. Les agents strasbourgeois se retirent d'eux-mêmes. Et le 21 février 1790, dans ce bâtiment, en face du château, la première municipalité révolutionnaire de Bar est élue. Son maire, l'instituteur protestant Johann Jacob Dietz, élu avec 392 voix. Le 14 juillet 1790, la place du château est ornée de drapeaux et de sapins. Toute la bourgeoisie prête le serment de la fédération. L'enthousiasme est immense. Les femmes offrent leurs bijoux. Les servantes apportent leurs quelques sols. La garde nationale défile, 300 hommes, commandés par le colonel Johann Jacob Morlen. Car le château, lui aussi, change de main. En 1791, le maire Dietz l'achète à son propre nom à la ville de Strasbourg, faute de procuration officielle, et le cède aussitôt à la ville. Les bureaux de la municipalité s'y installent. Et bientôt, d'autres y viendront, bien moins bienveillants. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné à Paris. La nouvelle secoue l'Europe. Les rois tremblent. L'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, l'Espagne déclarent la guerre à la France. La jeune République se retrouve seule contre presque toute l'Europe. En mai 1793, la Vendée s'embrase. Un commissaire du gouvernement arrive à Bar, fait sonner le banc et demande des volontaires. 39 jeunes hommes se lèvent. Ils partent le 22 mai sous le nom de bataillon de l'Union de Bar. La ville leur remet 2599 livres. Ils finiront en garnison sur l'île d'Oléron, rebaptisée île de la Liberté, au large des côtes charentaises, à l'autre bout de la France. Bien loin des vignes et forêts alsaciennes. Car la guerre de Vendée est d'une violence extrême. Des villages brûlent. Des colonnes militaires massacrent des populations entières en raison de leur refus d'accepter la mainmise de l'État sur l'Église et leur fidélité au roi. Entre 1793 et 1796, on estime que cette guerre civile, que d'aucuns qualifient de génocide, a coûté la vie à plus de 200 000 personnes, civils et combattants confondus. Ces jeunes Barois ont traversé tout cela. Loin de l'Alsace. Loin des leurs. On ne sait pas combien sont rentrés. En août 1793, la levée en masse désigne d'office 77 hommes de Bar. Ils doivent partir pour la guerre. La plupart refusent et fuient dans les forêts. L'ordre tombe aussitôt, maisons rasées, forêts incendiées, hommes passés au fil de l'épée. Par bonheur, l'exécution est suspendue 2 jours plus tard. Un appel plus mesuré est lancé. Tous se résignent. Le 31 août, ils partent pour Sélestat. Depuis février 1793, un homme règne sur Bar depuis le château. Il s'appelle Daniel Stam, agent national, fils d'un tonnelier d'Epfig. Son pouvoir est quasi illimité. Dès novembre 1793, il fait arrêter une douzaine de Barois, un fondeur de cloches, un ancien percepteur, un ancien maire, une cuisinière de presbytère, et les fait transférer à Strasbourg. Pendant ce temps, la vie quotidienne devient un enfer. Le pain manque. Le quintal de froment passe de 18 à 50 livres. Les paysans refusent de vendre contre des assignats que personne ne veut plus accepter. Le maximum impose des prix plafonds sous peine de mort. La délation est partout. La peur aussi. Stam dresse des listes d'émigrés arbitraires, désignant comme traîtres de simples compagnons partis se former à l'étranger. Il ordonne des perquisitions nocturnes.
Il exige l'échange forcé de monnaie frappée contre des assignats sans valeur. Il fait destituer le maire Schuller. Et puis il y a cette lettre, conservée aux archives de Bar, dans laquelle il écrit au maire pour exiger la suppression du veilleur de nuit qui, selon lui, trouble son sommeil avec ses appels d'heure. Il rappelle qu'il existe des horloges. Le 2 décembre 1793, le tribunal révolutionnaire entre à Bar. Ses membres prennent quartier à l'auberge au Brochet. Dès le premier jour, un homme monte à l'échafaud sur la place devant le château. Il s'appelle Mathéus Ancel, Charron, 40 ans, originaire de Dambach. Condamné pour propos antipatriotiques. La guillotine demeurera en permanence sur la place. Le 5 décembre, 3 personnes sont condamnées à mort et guillotinées l'après-midi même. Parmi elles, 2 femmes de Mittelberghem, la veuve Salomé Akuntzin, 72 ans, et sa fille Thérésia, 40 ans. Leur crime, avoir envoyé de l'argent à un émigré. Cet émigré, c'était leur fils et leur frère. C'est ici, au Brochet, sur la place du château, que logent les juges. Tout près de là, dans une autre maison, réside seul l'accusateur public. Il s'appelle Loge Schneider. Prêtre allemand devenu fanatique révolutionnaire. Redouté dans toute l'Alsace. C'est lui qui préside aux exécutions. C'est lui qui dicte les sentences aux juges. Et c'est lui qui, le 9 décembre, à 1h du matin, envoie ses collègues frapper à la porte du père Stam pour demander la main de sa fille Sarah. C'est ici que loge Schneider au Lion Blanc. Le 14 décembre, il quitte Bar avec sa fiancée dans un carrosse à 6 chevaux. C'est cette entrée triomphale à Strasbourg qui scelle sa perte. Le maire de Strasbourg informe les commissaires de la Convention que les juges rendaient leur sentence en état d'ébriété et que Schneider dictait lui-même les verdicts. Dans la nuit, Schneider est arrêté. Le lendemain, il est exposé publiquement à la guillotine vivant, en guise d'humiliation, puis conduit à Paris. Le 1er avril 1794, sa tête tombe. Sarah Stam rentre seule à Bar. Mais Bar résiste. Tranquillement. Obstinément. Le 24 mai 1795, les protestants font irruption dans l'église, transformée en temple de la raison, et en expulsent les jacobins. Les femmes se distinguent par une vigueur toute particulière, note Ecker. Le pasteur Schweigozer monte en chair sur le champ. C'est le premier office du culte restauré. Bar sort de ces 6 années sans vengeance, sans procès, sans épuration. Des hommes ordinaires, vignerons, tanneurs, boulangers, élus, officiers de la garde nationale comme Johann Jacob Morlen, ont tenu, malgré les chamboulements sans précédent. Ils ont résisté en silence à un pouvoir qui avait droit de vie et de mort sur eux. Cette place, que vous regardez aujourd'hui, a vu tout cela. La guillotine et les drapeaux. La peur et le courage. La terreur et le retour à la vie. Le docteur Ecker conclut ainsi. Là encore se manifesta le bon sens naturel, raisonnable et débonnaire de l'Alsacien.